Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité dessine des voitures, mais il n'est pas designer automobile. Sa spécialité, c'est d'illustrer les futurs modèles dans les pages de la rubrique nouveautés du magazine Auto Plus. Une tâche pas toujours évidente, les prototypes étant le plus souvent archi camouflés et les informations parfois rares. Mais avec son sens aigu du design et son œil d'expert, mon invité arrive presque toujours à viser juste et esquisse les lignes des futurs modèles avec parfois plusieurs années d'avance. Mais comment devient-on illustrateur de projets secrets ? Quelle relation entretient-on avec les constructeurs ? Et surtout, est-ce que l'on rêve un jour de dessiner sa propre voiture ? Autant de questions que je vais poser à mon invité, René Demaret, illustrateur à Auto Plus. Eh ben bonjour René. Bonjour Vincent, tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va parfaitement. Mon ciel gris, comme souvent à Bruxelles, mais ça va. Voilà, c'est ce que j'allais préciser. Les gens l'auront peut-être deviné avec ta petite pointe d'accent, mais René est belge et c'est peut-être pas complètement un hasard d'ailleurs que tu sois devenu illustrateur en étant belge, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on commence par parler de ton papa. Si tu veux, commençons par là, oui, c'est quand même parce que ton papa, la base de l'histoire. Voilà, ouais. Ton papa il dessinait et il dessinait pas n'importe où et chez n'importe qui, puisqu'il a travaillé au studio RG. Oui, c'est ça, donc il est rentré au studio, il avait 17 ans. En 54. Il a travaillé jusqu'à 53, je pense même. Ouais. Et il a terminé sa carrière au studio, à la fin des studios, donc quand la veuve d'Hergé a fermé les studios en 1985. Ouais. Après, il a encore travaillé dans une imprimerie, mais c'était moins impressionnant comme travail. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et donc, il était chargé avec d'autres dessinateurs, avec Roger Leloup et Jacques Martin, Bob Demore, évidemment. Il était chargé de dessiner, en ce qui le concerne, surtout les véhicules. Ouais. Donc tout ce qui est voitures, trains. Ils étaient plusieurs à se partager cette tâche-là. Hein. Il n'a pas fait toutes les voitures pendant la période pendant laquelle il a travaillé, mais il en a fait pas mal, et surtout dans les Picaros, le dernier vrai album, où là c'est quasi lui qui a dessiné tous les avions, le car, la Jeep, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et bien sûr la berline d'apparat. Oui. La fameuse espèce de zile matinée de Fiat 130. Mais c'est génial parce que je suis pas du tout un expert de bande dessinée, même si je suis un tintinophile, mais je savais pas que le travail était compartimenté comme ça dans les studios, qu'il y avait un gars qui faisait les voitures et les avions, un gars qui faisait les décors. Comment ça fonctionnait ? En fait, c'était pas vraiment compartimenté. On présente ça comme ça parce que c'est plus facile à comprendre. Mais en fait, dans la création de la bande dessinée, Hergé faisait un petit synopsis comme un scénario. Ouais. Puis il faisait une mise en page sur des feuilles A4 avec des griffonnages plus qu'autre chose. Un storyboard ? Oui, mais c'était encore très, très vague. C'était plus pour se fixer les idées. Et puis il faisait un storyboard, mais c'était encore un storyboard léger. C'était pas un storyboard comme on peut en voir dans le monde de la publicité ou dans certaines créations 3D ou dessins animés. C'était vraiment léger. Et puis là commençait le travail de mise en page où il découpait sa planche, il faisait des brouillons et tout ça. Et à ce stade-là, il faisait des esquisses des personnages et des esquisses des différents véhicules ou des différents décors. Et c'est à ce moment-là qu'intervenaient les collaborateurs. Bob Demore travaillait sur les personnages, dans la mise en situation des personnages. Mon père faisait les voitures, Roger Leloup était un spécialiste de l'aviation. Lui, il a travaillé, je crois, jusqu'en 1970 au studio. Jacques Martin aussi. Et donc, les collaborateurs mettaient au point ces éléments-là pour que Hergé puisse se concentrer sur les personnages. Mmh. Et puis, il rejoignait sur une feuille de mise au net tous les calques pour avoir un crayonné net. Et après, le crayonné était passé à l'encre.
Mon père intervenait aussi dans la mise en couleur, donc il travaillait, je l'ai vu travailler sur certaines mises en couleur avec les coloristes, avec Nicole, Madame Beaujeau et France Ferrari qui étaient les coloristes à l'époque. Ouais. Donc c'était un vrai travail d'équipe, avec je dirais une certaine routine, comme dans toutes les sociétés, comme la rédaction chez nous, et tout ça. Mais, voilà. Ouais, Dieu sait que le travail de la couleur est absolument fondamental dans la ligne claire, cette école belge dont Hergé était l'un des champions, on peut le dire, Oui, quoi. alors quand on parlait de ligne claire, bon, c'est aussi un concept qui est de bonne valeur, mais qui est très simplificateur, parce que si jamais tu as l'occasion de voir un brouillon de Hergé, c'était des lignes partout. Ouais. Et il faisait des lignes, il lui arrivait de déchirer son papier brouillon à tel point il appuyait sur des lignes et tout ça. Et puis après, il choisissait une ligne. Ah. Et l'expression ligne claire venait de là. À un moment, quand tu dessines, enfin tous les dessinateurs sentent ça, tu fais des lignes et puis à un moment ta main sent que c'est la bonne, c'est là qu'il faut. Et donc celle-là effectivement était mise au net, et elle était réduite à l'essentiel, et l'expression ligne claire, je crois que c'est Vermeulen qui l'avait inventé, l'expression ligne claire vient de ce fait que ce trait a l'air pur, continu, sans aléas, sans rature. Mais le travail en amont était, lui, très, très, très fouillé, très chiffonné. C'est marrant à voir, d'ailleurs. Et alors toi-même, tu as travaillé, je crois, un petit mois au studio Oui, Hergé. oui, c'est un stage au mois d'août 1984, donc Hergé est mort en 1983. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais un peu perdu. On en reviendra plus tard dans mon parcours personnel, mais j'étais un peu perdu. Et donc, pour les vacances, mon père m'avait fait rentrer pendant un mois au studio, pendant que lui partait en vacances d'ailleurs. Et donc, j'ai travaillé avec Bob Demore, avec son fils Johan, sa fille. Et, voilà, c'était très très agréable. Ah oui. On prenait le thé à 16h, qui apparemment était une tradition des studios Hergé, de prendre le thé à 16h. Ce qui mettait mon père en rogne parce qu'il déteste le thé. Il se faisait un café. Mais c'était une belle expérience, et surtout ça m'a permis d'avoir en main des originaux ancrés. Parce que mon boulot consistait à la caméra graphique. Je ne sais pas si tu te souviens, ou si les éditeurs se souviennent. À l'époque, il n'y avait pas de photocopie perfectionnée, il n'y avait pas de scan portatif. Donc on faisait des tirages, des espèces de photos avec une sorte de table lumineuse et une caméra sur pied. Ouais. Et on faisait des bromures, et moi je devais prendre les cases, sélectionner certains personnages, les détourer et en faire des planches, personnage par personnage, pour faire des catalogues de possibilités de personnages pour le merchandising, donc pour tout ce qui était impression de t-shirt et tout ça par la suite. D'accord. C'était agréable. Ouais. Donc j'ai un contrat des studios Hergé, même si ça a duré un mois pour ce Tu l'as encadré? non, je ne sais même pas où il est, il faut que je le retrouve. Et alors justement, parle-nous un peu de ton parcours, de ta formation. Alors je sais que tu as étudié à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Oui, c'est bien ça. Oui. Excusez du peu. Mais Oui, comment t'en non, es mais... arrivé là? Alors le Royal, ça fait très chic, mais il faut dire qu'en Belgique, toute association qui a plus de 50 ans peut demander à porter le titre royal. Donc le foot s'appelait Royal aussi. Donc, mais ça fait très chic en France. Ah ouais, je te confirme, ça fait très classe. Non, bon, il faut remettre les choses à sa place. Je suis très heureux d'avoir fait ces études-là, mais c'est un parcours un peu chaotique. Donc après mon bac, j'ai fait ce que nous on appelle les humanités, donc ce qui correspond au collège et au lycée en France. J'ai fait des trucs classiques, donc le Time Art Fort, et puis bon, la voie normalement pour ce genre d'études, c'était faire médecine, avocat, ingénieur, polytechnique ou un truc comme ça. Et moi j'aimais les voitures. À l'époque j'étais avec Philippe Verheyden, que tu connais peut-être, qui a été directeur des rédactions de l'Autojournal, qui est un ami d'études, on se connaît depuis qu'on a 11 ans. Et nous on aimait tous les deux les formules Ford, on lisait Auto Hebdo avec son supplément belge, on était fascinés par
le monde du sport auto. On suivait l'évolution de Thierry Boutsen à l'époque, Marie Duez, Didier Tex, donc tous ces Belges ont fait de la monoplace. Jacques X, évidemment. Et donc on voulait, nous, se diriger vers ça. Donc on a fait tous les deux une année d'ingénieur industriel, et tiens-toi bien, on avait choisi ça parce que dans Auto Hebdo, on avait vu qu'un Liégeois avait fait ces études-là, lui, à Liège, et comme mémoire de fin d'études, il avait construit sa propre Formule Ford. D'accord. Donc c'était Claude Trouel, qui a fait carrière, qui est monté jusqu'en Formule 1 comme ingénieur, et puis qui est parti en IndyCar, donc c'était pas rien. Et on trouvait ça génial, donc on a fait exactement les mêmes études que lui, sauf que nous, on n'a pas été au-delà de la première année, parce qu'on était vraiment trop nuls en physique. Je connais très bien, je connais très bien le problème. Donc après ça, j'ai galéré, je peux le dire, j'étais vraiment au fond du trou. J'ai fait quoi? J'ai fait un peu d'informatique, c'était le début de la mode de l'informatique, là, on est dans les années 80, 82. Et c'était intéressant. Sauf qu'un jour, le prof qu'on avait, un des profs qui nous avait, qui travaillait à l'armée belge, nous a fait visiter le centre de calcul de l'armée belge à Evere, juste à côté du siège de l'OTAN. Et là, j'ai vu ces types comme dans une scène de James Bond avec plein d'ordinateurs à bande et des fiches perforées et tout ça. Il n'y avait pas une fenêtre dans la salle, c'était immense. Et je me suis dit, ah non, ça, c'est pas pour moi. Il faut que je vois à l'extérieur. Et donc, j'ai arrêté ça, au grand désarroi de mes parents. Et puis là, ça commençait à vraiment être la galère, parce qu'après, j'ai fait des sciences économiques, parce que j'aime bien me renseigner sur la vie économique. Et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air. Mais c'était vraiment par dépit. Ah oui, tu te cherchais vraiment. Ah oui, j'ai vraiment cherché ma voie, et là je dois reconnaître que mes parents ont été très très patients. Même si les études ne sont pas très chères en Belgique, c'était quand même un sacrifice pour eux. Et là non plus, je me suis rendu compte que finalement, je te passe des étapes, mais finalement je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était dessiner des voitures. Et donc là est venu un moment où j'avais fait un petit book avec les dessins que je faisais. C'était des photocopies couleurs. Alors c'était les premières photocopies couleurs qui arrivaient à Bruxelles, qui étaient disponibles. C'était 100 francs, 120 francs belges la copie, donc ça faisait 20 francs français. À l'époque, avec 20 francs français, tu t'achetais, je pense, 3 ou 4 Auto Hebdo par exemple. Donc c'était vraiment c'était onéreux. Et j'ai fait un petit book, et un matin, j'ai pris le train pour Paris. Et là, je suis arrivé à la gare du Nord, et la vie est vraiment bizarre, étrange, mais elle est bien faite, finalement. Parce que je suis descendu dans le métro, et c'était la première fois que je prenais le métro à Paris. Et je suis arrivé, les tickets, ça n'avait pas de souci, mais je suis arrivé au portillon, et à Bruxelles, les portillons, le métro est beaucoup plus moderne, donc à Bruxelles, le portillon s'ouvrait automatiquement. Donc j'ai glissé, moi, mon ticket de métro dans la machine, j'ai récupéré mon ticket, mais le portillon ne s'ouvrait pas, en pleine heure de pointe. Donc t'imagines, la panique, ça poussait derrière, j'ai vraiment paniqué, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc je suis sorti de la station de métro, et puis je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et j'avais 3 rédactions à voir, je n'avais pas pris de rendez-vous, rien du tout, c'était vraiment sur un coup de tête. J'avais 3 rédactions à voir. Il y avait Auto Hebdo qui était rue de Lille, l'Automobile Magazine qui était à Boulogne, si je ne me trompe pas, et l'Autojournal qui était complètement à l'opposé, rue Clignancourt, à Montmartre. Et donc je suis descendu à pied. Donc j'ai découvert Paris à pied. Je suis arrivé à rue de Lille, et puis le temps de toutes ces histoires-là, il était déjà quasi 1h de l'après-midi. J'ai juste glissé mon dossier dans la boîte aux lettres de la rue de chez Auto Hebdo, donc je suis même pas rentré. T'as même pas sonné? Même pas sonné, parce que je me suis dit, je vais aller à l'Automobile Magazine, et puis j'ai pris le métro pour aller à Boulogne, et puis là je me suis rendu compte qu'à l'époque il fallait 3 heures pour faire le trajet en train, que si je voulais être le soir à Bruxelles en train sans devoir payer le TE, le TE, qui était beaucoup trop cher pour moi, j'avais intérêt à remonter à la gare du Nord assez vite. Donc j'ai juste eu le temps de mettre mon dossier chez Auto Hebdo. Et puis, il s'est rien passé. C'était normal, vu les conditions, il s'est rien passé. Sauf que 3 mois après, j'ai eu une lettre d'un jeune homme très sympathique qui s'appelle Christophe Bonneau, que tu as vu récemment. Invité des précédents épisodes, oui. Voilà, et qui me proposait de travailler avec lui.
Et Christophe était à l'époque à l'armée, donc il ne pouvait pas travailler aussi librement qu'il voulait. Mais c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Et là-dessus, mon père, après une discussion assez pointue avec moi, assez fournie, m'a suggéré de faire des études d'art graphique à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Mhm. Euh, à l'époque, on était mal informé. Hein. Maintenant, ça peut sembler bizarre. Pourquoi j'ai pas fait une école de design effectivement, mais je ne savais même pas qu'il y avait une école de design à la Cambre, par exemple. Qu'il y avait du design à Saint-Luc. Jean-François Hubert, hein, mon collègue liégeois, Mhm. qui travaille pour l'Autojournal, mon collègue et ami, lui, il a fait ça. Je pense qu'il a fait le design à Saint-Luc à Liège. Je ne savais même pas que ça existait, ces études-là. Et donc j'ai fait ces études de communication graphique et visuelle, donc ce qu'on appelait nous la pub, à l'académie. Et je ne le regrette pas parce que ça a été des années où j'ai repris confiance en moi, et pas un Ouais. peu. J'ai découvert des nouvelles techniques de dessin parce que jusque-là je dessinais un peu comme j'avais vu mon père faire. Ouais. Donc à les collines, ce qui était une espèce d'aquarelle hyper sensible, il fallait faire vraiment attention. Donc ça a été 4 années de bonheur, mais de travail acharné, puisqu'en même temps, moi je faisais mes études, je faisais mes dessins pour Christophe au Hebdo. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est incroyable. Et juste pour quand même pour faire une parenthèse, est-ce que à un moment l'idée de travailler dans la bande dessinée ou t'as traversé l'esprit vu le parcours de ton père, on peut penser que Non, justement, d'abord, le fait que mon père ait fait de la BD, qu'il ait dessiné des voitures, a posteriori, on pourrait dire, bah oui, c'était cousu de fil blanc, c'est de l'atavisme, mais pas du tout. Mon père ne nous a jamais, que ce soit mon frère, ma soeur et moi, il nous a jamais poussé là-dedans, dans ce domaine-là. Le seul facteur positif, enfin pas le seul, parce que c'est quand même mon père, je peux pas dire ça, mais l'élément positif que mon père m'a apporté, c'est de voir qu'en fait on pouvait, quand on est enfant, quand on compare les boulots que les papas et les mamans font, moi j'ai eu la chance de me rendre compte très vite qu'on pouvait dessiner et gagner sa vie en dessinant, que c'était un vrai travail. Mhm. Hein. Donc c'est un point. Et puis plus pratiquement, bon, il m'a expliqué plusieurs fois comment on dessine une roue, le principe des ellipses, un truc qui n'est pas Mhm. très évident à comprendre en graphisme, ce genre de choses-là. Mais il m'a jamais poussé dans cette voie-là. Mais le simple fait de voir que, je suppose que c'est un peu la même chose pour un politicien qui voit ses parents parler politique, recevoir des hommes politiques à la maison et tout ça. Il y a une culture qui se fait Mhm. Mhm. naturellement, et donc l'observation des enfants, c'est quand même phénoménal, le pouvoir d'observation des enfants, et c'est parti de là. Mais le fait d'avoir côtoyé un peu la bande dessinée, ça m'a fait prendre conscience aussi que dessinateur de bande dessinée, c'est un travail de fou, Ouais. vraiment de fou. On n'imagine pas le travail qu'il y a derrière une simple planche de bande dessinée. Ouais. Et quand je lis que, par exemple, Franquin livrait une bande de Gaston, une planche de Spirou et Fantasio, et ils ont encore des dessins à côté supplémentaires par semaine, je me dis, mais ces gars étaient fous. C'est normal qu'à un moment, ils aient tous un peu tous craqué professionnellement, parce que dessiner la bande dessinée, il faut d'abord savoir tout dessiner, ce qui n'est pas simple, hein. Même si dans le dessin il y a des grands principes, et suivant la spécialisation qu'on fait, on dessine mieux les voitures que les bonhommes et tout ça, mais les principes sont les mêmes. Euh, mais quand on fait de la BD, il faut pouvoir tout dessiner, il faut pouvoir faire, si on est scénariste, un scénario qui tient la route, faire une mise en page, faire de la couleur pour la plupart, même si maintenant il y a des personnes qui sont des coloristes professionnels. C'est un tas, faire de la BD, surtout la BD classique à l'époque, c'était un métier multicarte, mais il fallait être bon dans toutes les cartes. Mhm. Et puis j'ai jamais eu comment dire, l'attrait de raconter une histoire. Je Mhm. crois que ça, pour la BD, c'est quelque chose de primordial. Ouais, c'est sûr. Ou si je raconte une histoire, c'est avec une seule image, mais elle est sous-jacente et personnelle en quelque sorte.
Alors raconte-nous un peu tes débuts pro à Auto Hebdo, comment ça se passait, quoi, tes premiers pas dans la profession? Alors, les premiers pas dans la profession, ben, c'était relativement simple. Christophe m'écrivait des lettres, il me passait commande de dessin. Ouais. Parfois, il avait quelques infos, souvent, il n'y en avait pas. Et donc, je faisais mes dessins. C'était vraiment à l'ancienne. Je pense que c'est compliqué à comprendre maintenant, surtout pour les jeunes, mais c'était vraiment à l'ancienne. Donc, il me passait une commande par lettre. Parfois, c'était par téléphone, mais les communications internationales étaient chères à l'époque. Donc, ça faisait, bon, ça C'est très un vite, autre hein. monde, c'est une autre époque, on se rend pas C'est ça. compte, hein, Oui, c'est oui, c'est fou, hein. tout à fait une autre époque. Oui. Et donc, je faisais mes dessins et bah, j'envoyais, je roulais mes dessins. Ouais. Donc, je travaillais à l'écoline, comme j'ai dit, sur du Schuller-Parole, le papier qui était utilisé au studio. Donc, j'envoyais mes dessins roulés à Paris, dans un tube, par la poste, bêtement. Ou de temps en temps, je prenais le train et j'allais à la rédaction rue de Lille et apporter mes dessins à Christophe. Et là, bah, les dessins partaient en photogravure. Et puis les metteurs en page de la rédaction les mettaient en place. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Tout simplement sur un rythme beaucoup plus lent. Mhm. Il fallait prévoir longtemps à l'avance. Bon, les dessins, le rythme est le même. Hein. J'ai pas diminué le temps qu'il me faut pour faire un dessin parce qu'ils se sont complexifiés dans la foulée. Mais c'est comme ça que ça se passait. Donc simplement une lettre, un coup de téléphone, la poste. Simplement. Et on a du mal à imaginer, particulièrement à l'époque où effectivement l'information circulait moins vite et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. À partir de quelle matière tu crées? Parce qu'il y a un moment où faut te dire, voilà, faut que la calandre elle soit de telle forme-là, les phares de telle forme, les poignées à tel endroit, les flancs avec une ligne de quart à tel endroit. Comme tu partais de quoi concrètement pour tu Euh, t'improvisais complètement ou comment ça marchait? non, 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 c'était pas de l'improvisation. Alors, il y avait deux cas. Soit Christophe avait des informations, et là c'était facile. Enfin, facile, il fallait mettre en image les informations dont Christophe disposait. Et quand il fallait faire plus preuve de créativité, de création dans le design, à l'époque c'était beaucoup plus facile. D'abord, il y avait moins de nouvelles voitures. Mhm. Et le style avait le design, on parlait de style d'ailleurs, on parlait pas encore de design. Le style avait moins de place et moins de poids chez les constructeurs. Donc on savait très bien que je vais dire une bêtise, mais que la Peugeot 405, bon, bah, ce serait dans la lignée de telle ou telle voiture. Ce serait que la 605, ce serait une grosse 405. Donc il y avait moins de questions et moins de recherche de démarcation ou de Mhm. création de nouveautés, comme c'est le cas aujourd'hui, où pour chaque modèle, il faut que chaque modèle ait sa personnalité, et tout en gardant un air de famille, et surtout chez les constructeurs français, où chaque modèle apporte sa grosse dose de créativité. Mhm. Personnellement, je trouve qu'on va parfois un peu loin, mais c'est dans le simple vie personnelle. Euh, donc c'était plus simple. Et puis ce qu'il y avait aussi comme source d'information, c'est qu'à l'époque, ben, comme le scoop commençait, les constructeurs se protégeaient moins. Ouais. Et donc il n'était pas rare qu'ils fassent des essais avec les voitures sans camouflage. Donc Mhm. pour peu que, je sais pas moi, à l'époque c'était déjà Lehman qui commençait, Le chasseur de scoop des allemand. photographes français. Mais oui, c'est surtout Lehman qui a professionnalisé, on va dire, la profession enfin, le métier de chasseur de scoop. Mais c'était ça, ça pouvait être un simple lecteur qui croisait la voiture, Mhm. et hop, vous avez une photo. Il y avait moins de, oui, moins de protection, ou alors bah, les man prenaient un téléobjectif, ils se mettaient en dehors d'une piste d'essai et prenaient les photos. C'était même sur une piste en Afrique ou un truc comme ça, c'est arrivé. Hein. Et Mhm. puis Psyla a fait la même chose pour, pour, pour Auto Plus. Oui, on en a parlé dans le C'était plus précédent simple. épisode avec Voilà, Christophe. exactement. Et bon, Christophe en parle dans son livre, qui est un petit plaisir, un petit bijou à lire. Oui, 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 Sans faire de la publicité pour lui, mais on recommande ça m'a rappelé le dernier livre de de très bons Christophe, souvenirs. effectivement. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, donc tu restais combien de temps à Auto Hebdo? Je pense que je suis resté
4 ans, 3 ans ou 4 ans, parce qu'en fait j'ai suivi Christophe, c'était simple. Ouais, Christophe et moi on avait un lien de travail très très solide. Donc quand Christophe a quitté Auto Hebdo, je pense que c'est à l'époque de la création du quotidien Le Sport qui voulait être un rival de l'équipe. Si je me souviens bien, Eric Batt s'occupait de la rubrique auto, enfin la section sport auto et auto du sport, et Christophe Bonneau avait suivi. Et d'accord. moi j'ai suivi Christophe Bonneau. Mais à l'époque j'étais totalement indépendant, hein. J'étais Oui. freelance, j'étais même pas pigiste, j'étais freelance, ouais, j'étais étudiant d'ailleurs. Donc c'était totalement informel. Christophe m'avait dit que je m'en vais au sport, est-ce que tu veux me suivre? Bah, bien sûr, et puis ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça aussi que je suis arrivé à Autoplus. Ouais. Donc Eric Bach, le sport a duré je pense 1 an, grand maximum, le quotidien, dans sa version quotidienne que j'ai connue moi. Et puis, Autobuild s'est créé. Eric Batt a formé l'équipe pour créer la version française d'Autobuild, donc Mhm. Autoplus. Il a fait venir Christophe Bonneau, et Christophe m'a demandé si ça m'intéressait. Mhm. Et là, on était en 88, et moi, je terminais mes études. Donc, j'ai pas arrêté, Ça j'ai pas tombait eu bien. un moment mort. Ah oui, ça tombait parfaitement. J'ai loué mon premier appartement exactement à la même époque. J'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme au même moment. Ça a été un été Tout se très très combinait dense. parfaitement. Tout se combine. Il y a des moments dans la vie comme ça où tout se percute et puis il se passe plus rien pendant des années. Mais là, c'était vraiment, c'était trop, hein. C'était beaucoup trop. Surtout qu'en plus, je travaillais avec Philippe Verheyden, qui lui était à l'époque, il s'occupait de la rubrique auto de la version belge de l'Express, donc il s'appelait le VIF l'Express à l'époque. Ouais. Et donc je faisais ses photos pour lui, et on faisait des reportages, c'est comme ça qu'on a découvert la Twingo en avant-première, Ah, tu au faisais des centre photos de aussi? style. Ah oui, oui, mais bon, vraiment en amateur, je mettais 3 bobines pour faire une vraie photo, hein. D'accord. C'est là que je me suis rendu compte que c'était aussi un vrai métier, photographe. Ouais, parce que là, ça coûte cher, surtout à l'époque avec les films. Voilà. Mais donc, ça nous a donné des moments épiques. Par exemple, le premier salon Turin qu'on a fait, on est descendu de voiture. Moi, j'avais pas mon permis à l'époque parce que dans ma période de loose totale, j'avais raté mon permis de conduire en plus. Donc, c'était vraiment, pour un amateur de voiture, la honte euh, totale. Et donc, ça nous a valu pour le salon de Turin, par exemple, on dormait dans la voiture. Philippe avait conduit pendant toute la journée. C'était une derby, je ne sais pas si tu te souviens, la Polo à Coff, Oui, oui, oui. la première Polo à Coff. Ouais. Hmm. Et donc on avait dormi près du Lingotto, et le matin on mettait une cravate et on allait faire les stands. On a fait du camping aussi, du camping à Genève au mois de mars, truc de Ah, fou. sympa, ouais. C'est des trucs qu'on fait à 20 ans, mais pas à Ouais. 30 ou 40, quoi. Non, non, c'était un peu de la folie. Mais c'était captivant. Euh, on a fait par exemple, enfin c'est surtout grâce à Philippe, hein, en interview de Paolo Martin en allant justement après un salon à Turin. Et Paolo Martin venait de sortir une panda, je crois qu'il l'appelait Frilly ou je sais pas quoi, une espèce de panda Méhari qui était vraiment bien faite. Et donc on Ouais. avait pu essayer cette voiture-là et on a fait un interview, enfin Philippe a fait l'interview de Paolo et son épouse était là, elle nous a fait à manger et on a fini l'interview dans la piscine avec des petits des maillots. Voilà. Des moments magiques, des moments qu'on pourrait plus vivre maintenant parce que bon, avec les directeurs de communication, les attachés de presse et tout ça, Oui. ce genre de choses, c'est plus possible. Enfin peut-être avec Paolo, Hmm. mais c'était. Enfin, je ne vais pas te raconter, mais il y en a des aventures comme ça, un peu improbables. Mais à l'époque, c'était possible. Par exemple, je parlais de la Twingo tout à l'heure, donc Philippe écrivait pour le Vif Express, et Patrick Lequaimant nous a organisé une vision pour nous seuls à Boulogne de la Twingo avant sa présentation officielle. C'était Ah ouais.
pour deux petits jeunes qui débarquaient. Hein. Ah, c'était sympa. Je me souviens parce qu'il m'avait dit, c'était sympa, et il m'avait dit, il y avait Serge Vanov qui était son adjoint à l'époque, et Serge Vanov m'avait dit, monsieur, René Desmarets, on sait qui vous êtes. Et je lui ai dit, ben oui, mais je m'en suis jamais caché, parce qu'à l'époque, je travaillais déjà pour Auto Hebdo, pour Christophe et tout ça, donc c'était pour Auto Plus. C'était amusant tout ça. Bon, alors du coup, si je compte bien, ça fait 34 ans que tu travailles pour Auto Plus. Oui, j'ai pas calculé, mais ça doit être ça. Pas depuis 1988. Ouais. Donc j'imagine que les méthodes de travail ont beaucoup évolué depuis, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui la chaîne de production est totalement numérique, ce qui n'était pas le cas en 88. Alors comment tu t'es converti justement à l'outil numérique, même si j'ai compris que tu avais été à un moment un peu attiré par l'informatique, mais mine de rien c'est quand même un changement culturel important. Donc comment tu as appréhendé ça, toi? Oui, ben, c'est là que l'avantage d'avoir fait des études à l'Académie des Beaux-Arts était important, parce que en côtoyant les condisciples de l'Académie, j'ai vu qu'il y avait d'autres moyens, d'autres manières de peindre que ce que j'utilisais moi, qui était la méthode de mon père, cette espèce d'aquarelle. Donc je suis passé à la gouache, et puis il y avait un copain qui faisait des dessins au marqueur, donc j'ai commencé au marqueur, et puis on m'a montré l'aérographe, donc j'avais déjà évolué dans la technique, puisque quand je suis arrivé à Auto Plus, si je ne me trompe pas, je suis rapidement passé à la gouache et à l'aérographe. Mhm. Et puis je suis passé au marqueur et à l'aérographe, le marqueur était quand même beaucoup plus rapide comme technique. Donc il y avait déjà eu des adaptations dans la technique proprement dite de mise en couleur. Et l'informatique, je m'y suis mis moi-même, parce qu'il se fait que Eric Butt n'était pas très friand d'informatique. Il avait pas Je crois qu'il l'est toujours pas. Enfin, je pense, voilà. Je pense que pour certains aspects là-dessus, il avait raison. Et donc l'informatisation de la rédaction d'AutoPlus s'est faite très très tard. Ouais. Mais mon épouse, elle, travaillait chez Femmes d'aujourd'hui, le célèbre magazine féminin qui est belge, hein, d'origine. Ouais. Et elle faisait de la mise en page. Et eux, c'était informatisé très tôt. Donc, par son biais, j'avais compris qu'à un moment, il faudrait quand même que je passe à l'informatisation. Donc, je me suis acheté moi-même mon Mac, un Quadra qui m'avait coûté le prix d'une voiture, qui était d'occasion. Et j'ai travaillé de manière autodidacte. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tutoriel, Ouais. il fallait acheter des livres, mais il y avait peu de livres sur le dessin de voiture, évidemment. Donc, Oui, forcément. Picorer à droite à gauche, hein, et faire ce qu'on pouvait faire avec, comme on dit ici. Et donc, voilà, pour moi, ça s'est fait naturellement. Il se fait aussi qu'entre-temps, j'ai quitté Bruxelles, hein, toute cette période, la première période tout au plus, donc de 88 jusqu'en 96, j'ai travaillé chez moi dans mon appartement à Bruxelles. Et puis j'avais parlé à Christophe et puis à Jean-Jacques Blanchet, qui l'a remplacé par la suite, du fait que je sentais que je pourrais apporter un petit plus au journal. Et à un moment, Eric Butt m'a téléphoné au mois de décembre, le 21 décembre 95, en me disant voilà, si vous voulez, vous pouvez, il vous voyait, hein, si vous voulez, vous pouvez venir pour le 1er janvier ou le 2 janvier à la rédaction, on a une place pour vous. En tant que journaliste, cette fois-ci, journaliste et illustrateur. Et donc là, je suis arrivé à la rédaction de Autoplus, je me suis installé à Paris, avec celle qui est devenue mon épouse. Et la vraie informatisation s'est faite à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as connu, toi, l'époque où on avait des ordinateurs avec un écran noir et blanc et on utilisait le logiciel Sprint. Ah non, ça, j'ai pas connu ça. Non. Donc c'était vraiment les tout débuts. Alors il y avait des disquettes, en tant que journaliste, il y avait des disquettes et il fallait rentrer la disquette et puis sortir la disquette, la porter au SR qui ramenait, qui corrigeait, on perdait la disquette. Enfin, oui, d'accord. Là aussi, maintenant, si on voit ça avec des yeux actuels, c'était la préhistoire. Oui.
Et à l'époque, la maquette n'était pas encore digitalisée, parce que je crois que c'est Patrick Santis n'aimait pas trop non plus. Ouais, le directeur Donc il artistique travaillait à d'Autoplus à l'époque. l'ancienne, voilà. Et il travaillait encore avec des bandes de papier qui collaient, comme on avait Avec les toujours ciseaux fait, et la quoi. colle, ouais. Voilà, c'était vraiment à l'ancienne, mais ça avait son charme, et c'était efficace quand même. Et donc, tout ça pour te dire que quand l'informatisation de la rédaction s'est faite, ben moi je suis passé assez naturellement à Photoshop parce que j'avais déjà fait des petits travaux de mon côté et ça se passait pas ça. Mais m'y suis pas tout à fait, comment dire, je suis pas vraiment convaincu par l'informatisation. Ouais. Euh, c'est magnifique, c'est un magnifique outil techniquement, ça raccourcit les chaînes de fabrication évidemment, et on parle même pas d'Internet parce que alors là c'est un bond en avant incroyable. Mais je trouve que le contact du papier, le pinceau, la main sur le papier, le pinceau, le trait de pinceau, même l'aérographe, même si tu touches pas le papier avec l'aérographe, il y a une interaction qu'on n'a pas avec une tablette Hmm. graphique sur un écran. Il y a cette glace, il y a ce verre entre l'écran ou ta tablette Hmm. graphique et toi qui fait que le contact n'est pas le même. Il y a une sorte de distance directe. Et surtout, le fait qu'on puisse revenir en arrière, quand tu dessines sur un papier, tu fais une erreur, tu as intérêt à apprendre à la corriger Ouais. pour ce qu'elle ne voit pas. Ou alors tu recommences. Euh, Avec les programmes, les logiciels, tu reviens en arrière, mais le problème c'est que tu peux revenir tellement en arrière que tu perds un temps dingue. C'est le piège du Et pomme c'est la Z. même chose, ouais, et c'est la même chose pour l'écriture, parce que bon, j'ai appris, je suis devenu journaliste un peu sur le tas, en 96. Euh, c'est la même chose. Il y avait Robert Séjourné, donc Bob, qui était un vieux de la vieille, qui était encore à la rédaction à l'époque, et Bob, il s'asseyait devant son écran, il réfléchissait, et puis il jetait ses phrases, et c'était fait. Alors que nous, les jeunes, à l'époque, on revenait en arrière, ça prenait des plombes pour avoir un texte correct. Non, lui, il se mettait et il jetait. Et je lui avais posé la question, il m'avait dit, mais René, c'est bien ça. Moi, j'ai commencé. Je crois qu'il a fait des comptes rendus de courses ou d'essais à distance. Et donc, à l'époque, ils travaillaient à la rédaction, il y avait une sténo à l'autre bout Hmm. du fil, et ils Hmm. dictaient leur texte par téléphone. Ah ouais. Donc, évidemment, leur texte devait être Nickel dès le départ, blindé, ouais. avec nickel dès le départ. Bon, ils pouvaient corriger certaines choses, mais la structure du texte, en tout cas, devait Ouais. être parfaite. Et dans le dessin, c'est la même chose. Quand tu fais un dessin, une mise en couleur, sur du papier, bah, si tu te loupes, tu te loupes. Hmm. La professionnalisation se fait dans le sens où tu apprends à corriger tes erreurs et à les masquer. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Hmm. Avec l'ordinateur, le fait qu'on puisse revenir en arrière et peaufiner, et puis faire des essais et tout ça, finalement, je me demande si on ne perd pas un peu en force et en pertinence Ouais. En dans spontanéité. l'illustration. Oui, oui, spontanéité certainement, mais même euh, dans le côté subjectif, alors j'ai utilisé un grand mot, mais de l'artiste, Hmm. de la transmission de tout son subconscient sur le papier. Il y a des barrières qui se font via l'écran, la tablette, et je pense que tout est un peu plus artificiel, moins personnel. Mais techniquement, c'est fabuleux. Hmm. Techniquement, bon, là je fais un peu de 3D pour moi, pour me tenir au courant et tout ça. Quand on voit ce qu'on a moyen de faire, c'est fabuleux. On n'en rêvait même pas quand on était enfant. Ça. Alors justement, on va peut-être un peu plus rentrer dans l'aspect un peu technique de ton travail. Donc, tu travailles forcément en relation avec un journaliste qui t'explique, voilà, on va faire telle voiture, elle ressemble à ça, j'ai réussi à avoir des infos et tout. Toi, une fois que tu as ça, comment tu pars? Tu pars d'une photo d'un modèle existant, tu crées de ex nihilo, comment tu fonctionnes? Alors la première étape, c'est l'étape qu'un designer normal ferait.
Je fais des sketchs, Ouais. des esquisses, sentir la voiture, pour voir vers quoi on pourrait aller. Mhm. Même si j'ai des infos, je fais un petit sketch parce que, imaginons qu'on ait une image, ce qui est de plus en plus rare d'une voiture, l'éclairage et tout ça fait qu'on ne comprend pas toutes les lignes. Hmm. Surtout qu'en général, c'est des photos qui sont faites dans des conditions à la sauvette, dans l'obscurité, enfin une semi-obscurité, s'il y a des photos. Ouais. Et donc là, je fais de toute façon des sketchs pour essayer de sentir la voiture. Et puis maintenant, je passe directement, ce que je faisais pas avant, mais je passe directement à une photo. C'est-à-dire que je choisis dans la banque de données des photos du journal une photo d'une voiture qui a plus ou moins le gabarit équivalent du modèle sur lequel je travaille. Mhm. Et tout ça, c'est pour avoir le décor, parce que la spécificité de mon travail pour Autoplus, c'est que à Autoplus, on publie des images avec la voiture dans un décor. Ouais. Je Y a pas de pense que ça date détourage. de l'époque de... Il n'y a pas de détourage, la voiture, le dessin, enfin ce que j'appelle un dessin, qui est en fait une photo très très retouchée, euh, est placé dans un décor. Or, un décor, c'est primordial point de vue reflet, hein, dans la Hmm. conception d'une voiture ou de n'importe quel rendu de n'importe quel objet. Tu as les lignes, tu as les volumes, tu as la lumière qui font des ombres Hmm. et les reflets viennent là-dessus. Donc Hmm. si le décor change, les reflets seront différents. Et donc pour gagner du temps et pour avoir une idée déjà de la manière dont les reflets se placent sur la voiture que je vais devoir dessiner, je choisis assez vite le décor. Et à partir de là, je fais des esquisses, enfin je transfère mes esquisses de manière plus réaliste. Et je dessine sur écran jusqu'à obtenir des traits, un brouillon en quelque sorte, qui me satisfassent et qui respectent ce que je connais de la marque, de la voiture, ce que j'ai comme information ou ce que je n'ai pas comme information, ce que je crois avoir deviné de la tendance, parce que c'est ça qui est très important, ce sont les tendances Hmm. de style de la marque. Hein, si je prends Peugeot, parce que c'est la marque pour moi la plus compliquée pour le moment, même si chaque modèle est percutant, innovateur, et je prends la 408, c'était impossible à imaginer les lignes de la nouvelle 408. Hmm. Bon, on savait que c'était sur une base du 308, on savait que ce serait un fastback, mais les formes, les galbes qu'ils ont données à cette voiture, bon, moi j'étais parti sur l'idée qu'ils allaient réinterpréter le coupé 406, il y a un peu de ça dans la 408, mais c'est des formes, il faut aller les chercher. Hein. Leurs designers sont là pour ça, heureusement qu'ils nous étonnent, parce que si je trouvais tout de suite les formes, c'est qu'il y aurait un problème dans les bureaux de design. Mais donc j'essaie de comprendre les tendances, par exemple le simple fait qu'un chef de design change, ça peut donner des Ouais. informations. Les concept cars évidemment, qui sont des sources d'informations, mais qui peuvent aussi te perdre dans les idées qu'ils essaient de transmettre en présentant le concept car. Enfin, bref, tout un ensemble de faisceaux qui fait que une Peugeot ne ressemble pas à une Renault. Hmm. Et, même si c'est Gilles Vidal qui est responsable du style maintenant, il y a une touche Peugeot un peu dans les Renault qui va arriver, visiblement, Oui, mais forcément. ça restera une Renault. Hmm. Il y a des différences, et à force de les dessiner, ça devient intuitif. Ouais, j'allais dire, avec toutes ces années, bon, tu avais évidemment une sensibilité en termes de design, de dessin, de création, mais j'imagine que toutes ces années ont affiné ta sensibilité, peut-être ton regard sur le design automobile. En quoi ça t'a enrichi tout ça? Euh, ça m'apprend à relativiser. Enfin, c'est peut-être aussi les années qui passent qui font que le caractère relativise beaucoup plus de choses, mais je relativise beaucoup plus l'analyse des dessins, du design. Enfin, quand je dis je relativise, c'est que j'accorde de plus en plus d'importance au côté humain des choses. Je Hmm. parlais du changement, par exemple, de Gilles Vidal qui est arrivé chez Renault. C'est ça qui devient intéressant. C'est Hmm. qu'est-ce que le designer a voulu dire. Enfin, le designer
et pas que le designer, mais même le service marketing, quel est le message que le modèle veut montrer. Euh, ce genre de sensations sous-jacentes qui sont pas évidentes, mais quel est le message derrière? À qui s'adresse la voiture? Parce que ça, c'est un truc auquel je pensais pas, comme dans la fougue de la jeunesse, on se dit ah ouais, j'aime pas, qu'est-ce qu'ils font, c'est à chier, machin. Par exemple, la Peugeot 408, je l'aime pas. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance que je l'aime ou que je l'aime pas. Cette voiture vise un public. Ce qui est important, c'est qu'elle touche ce public. Et ça, quand je dessine, je dois y penser aussi. Je ne dois pas essayer de faire, tiens, comme je faisais au début, si moi je la faisais, je la ferais comme ça. Non, ça, j'essaie de m'éloigner de ça. J'essaie de me dire, voilà, si j'étais chez Peugeot, sachant qu'il s'adresse à tel type, tel type de clientèle, qui a tel type d'attente, qu'est-ce que je ferais? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que suivant que tu te mets dans la tête d'un designer Renault ou Seat ou Dacia, t'as pas du tout la même vision des choses. C'est marrant parce que en fait, Voilà, tu te mets à parler, en fait, tu te glisses dans la peau d'un designer auto et ça c'est intéressant. Est-ce que d'ailleurs tu as eu des contacts avec des designers auto? On peut supposer qu'après toutes ces années, il y a forcément, t'as forcément eu l'occasion de rencontrer, d'échanger. Est-ce que tu as créé des relations comme ça? Alors j'ai eu pas mal de contacts avec les designers et c'était toujours très très intéressant. À l'époque où j'étais dans la rédaction même, Ouais. puisque j'allais aux présentations et tout ça. Et évidemment, maintenant que je suis revenu à Bruxelles, on n'en a pas encore parlé, mais il se fait qu'en 2003, je suis rentré à Bruxelles, toujours en étant salarié d'Autoplus, mais je travaille depuis chez moi à Bruxelles. Donc les contacts, évidemment, sont moins fréquents. Mais oui, c'est passionnant et à la fois c'est frustrant. Parce que les designers ne parlent plus librement, et là aussi c'est une évolution qui est compréhensible, mais la communication contrôle tout. Donc à un moment je m'étais rendu compte, et de plus en plus, que les designers, on leur dit plus ou moins ce qu'ils doivent dire, et tout ça. Donc on commençait de plus en plus à réentendre le message officiel dans la bouche des designers. Mais c'est toujours très intéressant de discuter avec eux, parce que eux sont sur le terrain, eux font face aux contraintes que nous on n'imagine pas, notamment simplement le management, la pression du marketing, la Les pression des normes. ingénieurs, les normes, eux aussi travaillent dans des structures avec des chefs avec lesquels ils sont pas toujours d'accord, la politique, comme dans toute société humaine, quelle qu'elle soit. Donc c'est toujours très intéressant, franchement. Et je pense que eux, ils aiment bien discuter, que ce soit avec moi ou avec mes confrères, parce qu'on est quand même quatre à faire plus ou moins le même travail en France. Ils aiment bien ressentir que partager leurs idées avec quelqu'un qui, peut-être pas qui dessine, mais qui est Qui a cette un sensibilité. métier de créativité, oui. Ça peut être un journaliste, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de créativité au sens propre, il n'y a pas des artistes et des pas artistes. Pour moi, un plombier, c'est un artiste. La démarche est exactement la même, hein, quel que soit le métier qu'on fasse, qu'on soit journaliste, plombier, électricien, la démarche est la même, on a un problème à résoudre et on réfléchit comment on va le résoudre et on essaie de le résoudre. Donc le truc de créativité, la notion de créativité, moi ça me met très mal à l'aise. Mais donc je sens que quand je discute avec un designer, il y a un petit plus qui se passe. Mais c'est de plus en plus rare. Je devrais peut-être moi me sortir de mon confort et de retourner un peu plus voir les présentations. Et puis le Covid n'a pas aidé non plus. Ouais, c'est sûr. Et puis la plupart des présentations maintenant se font en virtuel. Dans le net. Donc, ouais. Mais ça commence à me manquer, donc il faut que je recommence à reprendre des contacts. Mais moi, j'ai pas pour répondre un peu plus complètement à ta question, je n'ai pas de contact avec des designers. Il se fait que j'ai d'anciens étudiants, parce que moi, j'ai omis de te raconter ça, mais depuis 2002, je suis intervenant dans l'école de design ISD Rubica à Valenciennes. Ouais.
Et donc forcément, j'ai d'anciens étudiants que j'ai eus, donc j'interviens, je leur donne des cours de sketch, en général c'est en deuxième année, pour leur apprendre, pour leur faire gagner du temps dans le dessin de voitures, à quoi il faut faire attention quand on Mhm. dessine une voiture, la symétrie, les effets, la perspective, dessiner une roue correctement, ce genre de choses. Et donc et forcément, il y a d'anciens élèves qui sont des designers dans l'industrie, mais je les vois très très rarement. Mhm. Donc j'ai pas de, ce ne sont pas des sources d'information pour moi. D'accord. Alors, cher auditeur, vous savez que vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et maintenant aussi LinkedIn, cette fois-ci c'est officiel, je peux le dire. Et vous pouvez du coup savoir à l'avance quels sont les invités et vous pouvez leur poser des questions. Et là justement, j'ai une question posée par l'ami Benoît que je salue au passage. René, est-ce qu'un constructeur a essayé de te débaucher ou peut-être ailleurs, est-ce que toi tu as eu l'idée à un moment de postuler chez un constructeur? Non, ça c'est pas fait. C'est un regret, mais c'est de ma faute. C'est pas les constructeurs. Il faut dire, tout à l'heure, je disais que j'ai passé 3 années vraiment difficiles après mon bac, et j'avais pas confiance en moi. J'avais vraiment pas confiance en moi. Et donc, j'ai jamais pensé que mon travail pourrait intéresser des designers ou des services de Hmm. design chez les constructeurs. Je me Trop croyais trop modeste. faible. Oui, oui, c'est triste, mais c'est idiot, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, le complexe de l'imposteur. Euh, non, même pas de l'imposteur, le simple fait de... Bah non, j'y pensais même pas. D'accord. J'étais pas formé. Surtout qu'à l'école, à l'époque, donc là on est en 1988, l'Art Center College of Design avait ouvert une filiale à Vevey, hein, et Ouais. là, avec Philippe Verheyden, dont je parlais tout à l'heure, on avait été faire un reportage, et il sait on a rencontré Luc Donkervolk, qui a fait une carrière, Ouais. enfin qui fait toujours une carrière fabuleuse Dans par le la groupe suite. Volkswagen, et notamment chez Voilà, Lamborghini. et Lamborghini, puis maintenant Hyundai, et donc qui est un type impressionnant. Mhm. C'était passionnant de discuter avec lui, mais le problème, je me suis rendu compte que c'est un type qui était beaucoup plus brillant que moi, avec des capacités supérieures et tout. Et donc ça a pas amélioré les choses Ah oui, d'accord. dans ma confiance en moi. Et la vie a fait que, bah, d'abord, les constructeurs, on parlait de contexte tout à l'heure, que ça ressemble un peu à la préhistoire, comme le disait Christophe dans l'interview que tu as faite de lui. Ben, c'était la préhistoire dans le sens où ben, il n'y avait pas de constructeurs, enfin en tout cas pas de service de design à Bruxelles à l'époque, sauf Toyota qui en a ouvert un à Zaventem. Et puis Isuzu qui avait ouvert un petit bureau pas très loin, mais à l'époque je ne le savais même pas. Et donc il n'y a pas ce réseau de connaissances possibles. Quelqu'un qui habite Montlhéry, par exemple, bon, forcément, il sait qu'il y a un circuit, il voit des voitures, il peut faire un contact et tout ça. À Bruxelles, c'était pas le cas à l'époque. Mhm. Pour la bande dessinée, il y avait tout ce qu'il fallait, mais Oui. pour le design de voiture, il n'y avait rien. Donc j'étais en manque d'informations, et quand les choses ont fait que j'ai travaillé, comme je te racontais tout à l'heure, j'ai travaillé dans la foulée j'ai pas arrêté après mes études, j'ai travaillé tout de suite à temps plein pour Autoplus, pardon. Et donc la question s'est pas posée. C'est avec le recul, c'est maintenant je me dis, ah bah oui, mais quel idiot j'ai été, j'aurais dû faire mon book. Après j'ai appris que, par exemple, Donato Coco avait gagné un concours pour Chrome et Flamme. Et il avait été engagé, je pense, c'est par Citroën à l'époque, Oui. et qu'il avait envoyé faire des études en Angleterre. Mais bon, le fait est aussi que j'avais pas d'argent, donc aller Mhm. en Angleterre, il fallait des moyens. Mhm. Les emprunts, je pouvais pas compter sur mes parents, j'avais assez abusé d'eux. Et puis ils n'avaient pas les moyens non plus, de toute façon. Et les emprunts bancaires, c'était pas très courant à l'époque pour les études. Maintenant, avec le recul, bon, je me serais inscrit dans une école de design et ça aurait été différent. Mais bon, c'est la vie, on peut pas refaire ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, Et une faut fois pas que je vivre sur suis des regrets. rentré, ouais, non, en tout cas, j'ai pas trop mort. J'ai parfois des regrets où je me dis, ouais, t'as été crétin quand même, tu aurais dû faire ça. Mais des remords, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, j'ai la chance,
En fait, à un moment, donc, quand j'étais au fond du trou, là, enfin tout est relatif, hein, c'était pas dramatique, c'est pas Zola non plus. Hmm. Mais quand j'étais au fond du trou, je me souviens d'un soir où je me suis dit, voilà, il faut que je me fixe 3 objectifs. Il faut que je réussisse mon permis de conduire. Hmm. J'ai envie de vivre avec une femme allemande, parce que j'ai toujours été passionné, intéressé par la culture allemande. Et je veux gagner ma vie en dessinant des voitures. Et ces 3 buts-là, je les ai accomplis. Donc, je n'ai pas trop de regrets à avoir. Ah bah c'est bien. Enfin, pas trop mort en tout cas. Bon, dis-moi, et, on va balayer les remords. Est-ce qu'il y a les regrets? Est-ce qu'il y a un dessin ou des dessins dont tu es plus particulièrement fier? Ça va t'étonner, mais je suis fier d'un seul dessin dans toute ma carrière. Oh là, ça fait pas beaucoup, dis donc. Non, ça fait pas beaucoup, mais celui-là, je le trouve magnifique et il est passé inaperçu. Ah bon, bah justement, c'est Ouais. l'occasion de se refaire. Vas-y, dis-nous. Alors, c'était pour Autoplus, mais ça doit être dans les premières années d'Autoplus, donc ça doit être à l'époque où Eric Batt était encore rédacteur en chef, puisque lui, avec Eric, c'était ça l'avantage aussi d'Eric, c'est qu'il était très large d'esprit, donc on pouvait dessiner des Saab, des Ferrari, et, Ouais. il n'y avait pas encore toute la gestion marketing derrière auquel nos rédacteurs en chef actuels sont confrontés et qui bon, ils font pas ce qu'ils veulent non plus. Mais à l'époque, Eric avait plus ou moins les rênes libres et donc Christophe m'avait demandé de dessiner une Ferrari. Je crois que je vais peut-être dessiner 2 Ferrari dans ma carrière. Et c'était une espèce de remplaçante de la Dino. Ouais. Donc plus petite que les Ferrari classiques, que les F355 et tout ça. Et j'étais parti, je pense que ça ne dira peut-être pas grand-chose à nos éditeurs parce que c'est aussi une voiture qui est passée un peu inaperçue, c'est l'Audi Quattro Speeder, Quattro donc Speeder. de 91, Ouais. ouais. Qui est passée inaperçue parce qu'elle est arrivée juste un peu avant la VUS Oui, qui a fait qui a marqué les esprits, oui. voilà, qui a marqué les esprits, et qu'elle était beaucoup plus classique. C'était donc une GT à moteur central, avec des lignes qui rappellent un peu l'Audi 80, l'Audi A4 de l'époque, Mhm. mais qui est une beauté classique, une pure, la pureté Audi dans tout ce qu'elle a de plus belle, mais qui avait ce petit côté italien de la GT à moteur central. Et donc j'étais Mhm. parti de cette base-là et j'en ai fait une Ferrari, et je la trouvais magnifique. D'ailleurs, il faudrait que je récupère ce dessin, je sais pas où il est dans mes archives. Mais c'est le seul dessin où du début jusqu'à la fin, tout a été mais comme sur des roulettes. C'est ce moment de création un peu béate où tout va bien. T'étais touché par la grâce. Ouais, bon, je suis pas croyant, mais c'était presque divin. Mais même pas la moindre difficulté. À l'époque, je travaillais encore sur papier avec des marqueurs et de l'aéro et de la gouache. Pas la moindre petite pétouille. Non, tout qui coule. C'est ces jours bénis. Et donc, c'est le seul dessin dont je suis vraiment fier. C'est Bah, celui-là. faut absolument que tu nous le retrouves, hein, pour que tu me Ouais, ouais. l'envoies, comme ça je pourrais le montrer à nos auditeurs, D'accord. que je Ouais. le diffuse Ouais. sur les réseaux sociaux, comme ça il aura une deuxième chance puisqu'il est passé inaperçu à Ouais. l'époque. Mais donc, il y a d'autres dessins, d'autres images. Oui, je dis dessin parce que en fait, je reviens de plus en plus, même si c'est sur du Photoshop, à un travail de peinture. Je me suis rendu compte que la retouche photo, c'était bien, c'était efficace, mais à un moment, retoucheur de photos, c'est un métier. Hmm. Et moi, ce que je veux, c'est dessiner et peindre, c'est Hmm. pas retoucher. Donc, même si le lecteur d'Autoplus le voit peut-être pas très clairement, mais je repeins de plus en plus les éléments. Donc, bon, quand c'est une calandre à damier façon Peugeot, évidemment, je prends une calandre qui existe sur une autre voiture et je la tords, mais j'essaie de plus en plus de recréer des éléments moi-même pour être cohérent avec l'esprit du dessin et simplement pour le plaisir de peindre, Hmm. même si c'est peintre avec Photoshop. Alors si tu avais eu carte blanche pour créer une voiture, on imagine, t'as quelqu'un qui te dit voilà, dessine la voiture de tes rêves et je vais la construire.
Elle ressemblerait à quoi cette voiture de tes rêves? Alors, c'est relativement simple. Je suis en train de la faire. Ah bon? Alors, non, rassure-toi. C'est en 3D. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, je travaillais un peu de la 3D Ouais. pour moi, parce que la 3D, c'est magnifique techniquement, c'est fabuleux les opportunités. Mais pour faire une image réaliste, ne fût-ce que pour une publication dans Auto Plus, hein, on en a fait une, c'était la Peugeot e-Légende de série il y a quoi, 2 ans. Mais c'est un travail de fou, Hmm. vraiment de fou la 3D, parce que tout doit être construit, tout. Tu peux pas te permettre de mettre quelque chose dans l'ombre et disant bah voilà je mets un petit éclat de lumière pour signifier que derrière il y a un petit embouti ou quelque chose comme ça. Non, non, il faut que tout soit fait. Et bien fait par un casier. Et donc là, pour m'exercer, je me suis amusé à ce que j'aimerais bien créer, la voiture de mes rêves, ce serait une Porsche 550 RS, mais à la sauce actuelle, Mhm. mais pas moderne. Donc un peu comme si il y avait eu un trou dans le temps et Porsche faisait évoluer sa 550 de l'époque. Donc encore ce côté un peu à la fois léger de la structure. Les Porsche étaient des petites voitures à Oui, l'époque, très frêle, oui. Oui. euh, très frêles, mais avec un design presque basique, mais d'une pureté absolue. Et alors c'était frêle, mais avec une solidité apparente extraordinaire. Oui. Par rapport aux Ferrari de l'époque ou aux Maserati de l'époque, les Porsche faisaient solide. Déjà à l'époque, même les voitures de course, elles faisaient solide. Et même à l'époque des groupes C, quand on prend une Porsche 956 ou une 962, par rapport à leurs rivales, elles font solide les Porsche. Hmm. C'est assez incroyable. Elles sont pures, légères, et elles font solide. Et donc, ce serait une réinterprétation néo-rétro, on va dire, de la 550. Et alors, est-ce que ce projet en 3D, tu vas le finir? Tu vas nous le montrer? Je pense pas, non. C'est ton jardin secret? Oui, oui, c'est mon plaisir. Ouais, ouais. Bon, bah, on laissera à nos auditeurs imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Je vais d'abord le terminer et puis on verra si ça donne quelque chose. D'accord. Oui, oui, mais le problème, c'est modeleur 3D, c'est un métier. Ouais. À Rubical, à l'école de design dont je parlais tout à l'heure, il y a une filière en modelage 3D. Hmm. C'est un vrai métier. Et donc, ça sert à rien d'essayer de rivaliser avec des gars qui ont une formation de pro Hmm. dans le domaine, quoi. C'est plus pour moi, c'est un bon exercice de sculpture aussi, de vision, parce qu'à force à force à faire des dessins, comme on travaille en 2D, forcément, on a des trucs de dessin pour gommer les difficultés. La 3D, tu peux pas Ouais. tricher. Si ton galbe est mal fait, Hmm. bah non, il est mal fait, c'est pas beau. Hmm. Hmm. Et donc, mais c'est ça que ça prend pas mal de temps la 3D aussi. C'est pas tellement faire la première mouture de la carrosserie, c'est après la mettre au point. Hmm. Mais c'est un bon exercice. C'est ce que les designers font sans arrêt, c'est de mettre au point. Avoir l'idée, bien sûr, et puis après mettre au point pour que ce soit beau. Hmm. Bon, dis-moi, René, on arrive au terme de cet épisode, mais avant de te laisser partir, je vais te passer au grill des 4 questions rituelles, bien évidemment. Oui. Alors, d'abord, la première question, est-ce que tu traînes de temps en temps sur les sites d'annonces automobiles? Et si oui, quelle est ta dernière recherche? Alors, ma dernière recherche, alors ça va t'étonner, Ouais. ça te dira peut-être rien du tout, mais c'était une Datsun Cherry 120A coupée. Ça me dit pas grand-chose, effectivement. Alors, mais je me souviens plus. On parlait du contexte de l'enfance tout à l'heure. L'avantage d'être belge, parce qu'il y a quand même un avantage à être belge, Mais je suis sûr c'est qu'il y en a que, plein. en tout cas à l'époque, c'est que le marché automobile, comme en Suisse, était beaucoup plus ouvert en Belgique Ouais. qu'en France. Bien sûr. Donc les voitures japonaises sont arrivées chez nous, je ne vais pas dire beaucoup plus tôt, mais avec beaucoup plus de poids et avec beaucoup plus de modèles qu'en France. Et donc c'était une voiture qui, à l'époque, ça doit être
70, 72 peut-être l'année de cette voiture-là. Donc la chérie, c'est la petite Datsun populaire, c'est quoi, on dirait Une Micra, l'équivalent d'une Clio actuelle, ouais, la Micra de l'époque. puisque Datsun fait Nissan. Voilà. Et le coupé, donc la Micra, enfin la chérie de base, c'était la 100, et ils ont fait toute une gamme à partir de cette voiture, dont un petit break 3 portes qui est assez joli aussi. Et puis ils ont fait un coupé qui, lui, je pense qu'il avait le moteur un peu plus gros, je ne suis même pas certain, qu'ils ont baptisé 120. Alors A, parce qu'il y a eu plusieurs générations après, et le coupé, qui est un truc improbable, avec un montant de custode, avec une custode, pardon, qui est quasi celle d'un break, ou d'une camionnette plutôt même. Ça tient un peu la. Je sais pas si tu te souviens des JS commerciales et des breaks qui étaient transformés en voitures commerciales en Vaguement, France, chez oui. Peugeot, chez Renault et tout ça, ou chez Simca. Bah, ça tenait un peu de ça. C'était le look américain mignon en petit. Alors c'est pas très beau, hein. Quelqu'un dit je déteste, je comprends, mais j'ai toujours eu un faible pour cette voiture-là. Donc ça, c'est ma dernière recherche. D'accord. Une espèce de Madeleine de Proust, quoi. Ouais, oui, ça, j'aimerais bien en trouver une, ça, franchement. Ça doit être plus facile d'en trouver effectivement en Belgique qu'en France. Ouais, mais il doit plus lui en rester beaucoup. Les ravages de la rouille. Bon, dis-moi, René, quel est ton meilleur souvenir de road trip? Alors, étonnamment, j'ai plusieurs possibilités, ou Oh c'est bah tu peux, oui, strictement vas-y, tu peux en dire plusieurs. Alors, parce qu'il y a, euh, il y a deux meilleurs, parce que j'ai un peu réfléchi à tes questions quand même. Ouais, Il y a je deux sens bien, road ouais. trips Il n'y a pas beaucoup d'hésitation qui là. viennent, voilà. Le premier, donc je t'expliquais tout à l'heure, Philippe Verheyden a travaillé pour le Visual Express, et il sait Ouais. qu'il est invité à la présentation, enfin aux essais de la Peugeot 306, oui, la Mhm. berline 306, en Égypte, dans le Sinaï. Ouais. Et bon, je ne sais plus pour quelle raison, il ne peut pas y aller, donc je le remplace. Et c'est mon premier voyage de presse, hein. Ça commence bien. Donc on arrive dans le Sinaï. Oui, c'était fabuleux. Mhm. C'était aussi la fin de l'époque grandiose du journalisme automobile et des relations presse Ouais, chez automobiles. Peugeot, il y a eu quelques belles présentations à cette époque-là. Il y avait Ah la oui, oui. Jordanie aussi, il y Mm. avait des trucs, ouais. Voilà. Et donc, le Sinaï, comme toujours à l'époque, enfin comme toujours maintenant, dépendait de l'Égypte. Donc il avait été rétrocédé après la guerre des 6 jours par Israël à l'Égypte. Et donc on est arrivé, Peugeot avait affrété un avion de ligne, je ne sais plus si c'était un A320, peu importe, de Bruxelles, pour ramener les journalistes belges et d'autres pays. Je pense qu'il y avait les Portugais aussi, les Néerlandais avec nous. Et on s'est posé sur un ancien terrain d'aviation militaire israélien qui était géré par les Égyptiens. Et l'avion est resté là pendant les 3 jours de la présentation. Donc rien qu'en termes de location d'avion, t'imagines le budget du Ouais. truc. C'est un terrain militaire, donc il y avait une piste et puis les baraquements en tôle, donc on est passé. On a été à Lilton, je crois que c'est à Aqaba, enfin je ne sais plus le nom, Aqaba, oui. Lilton qui s'est fait exploser quelques années plus tard par l'OLP d'ailleurs. Et donc il y avait ce Tilton qui se retrouvait du côté égyptien parce que au moment de la délimitation de la frontière entre Israéliens et Égyptiens, il s'était trompé dans leurs calculs. Donc normalement il devait être du côté israélien, il s'est retrouvé, mais on était vraiment au bout de la rue, il y avait la frontière égypto-israélienne. Donc il y avait un contexte de fou. Et donc Peugeot avait amené les voitures là-bas et on a conduit ces Peugeot sur des routes magnifiques dans le désert de Sinaï. Mhm. Des routes qui avaient été faites par l'armée israélienne. Nickel. Il y avait des militaires égyptiens à tous les carrefours. Bon, ils n'étaient pas nombreux, c'est un désert, mais c'est quand même impressionnant. Et surtout, il y avait une ambulance qui nous suivait. Au cas de problème, l'ambulance était derrière nous. Ça te donne une idée déjà un peu du contexte. Et Wow. alors, le plus beau, c'est qu'on a visité le monastère Sainte-Catherine. Mhm. Et donc là, il y avait des moines, je crois que c'est des moines orthodoxes, si je ne me trompe pas, qui nous ont montré l'endroit du buisson ardent de l'Ancien Testament. Enfin, c'était fabuleux, Mhm. fabuleux. Dans la démesure, mais fabuleux. Et à l'inverse, un de mes road trips préférés, parce que j'étais aussi à Tokyo et des trucs comme ça,
Mais un de mes road trips préférés, c'est la présentation de la Mercedes Classe C Bike en baie de Somme. Simplement en baie de Somme. Donc on est parti de la Défense. On est arrivé là-bas, on a visité à Saint-Valery de Caux, je pense. Et on a visité le musée ferroviaire. Là, il y a une association d'amateurs qui retape du matériel ferroviaire. Donc là, ils venaient de récupérer une Micheline qui venait du Pérou ou un truc comme ça. Et donc ça, déjà ça, c'était passionnant. Et puis ils nous ont fait entrer dans le petit train à vapeur. Et on a pique-niqué en plein milieu. Le train s'est arrêté en plein milieu de la baie de Somme et on a pique-niqué là. C'était fabuleux, extraordinaire. C'est un road trip ferroviaire. De grands voyages. Oui, mais il y avait une ambiance, tout le monde était relax. Je ne sais plus comment il s'appelait, le type, c'était un personnage qui s'occupait de la gestion du parc presse. Mercedes s'était déguisé en chef de gare. Enfin, c'était rigolo. Il y avait le patron de Daimler Chrysler France qui était là. Enfin, il y avait une ambiance fabuleuse pour une voiture qui n'était pas. Moi, j'en ai rien fait. Hein. Elle était déjà essayée dans le journal, donc c'était plus pour faire du contact. Et c'était vraiment fabuleux. Tout simple, mais fabuleux. Bon, alors, la question du garage idéal, t'as droit à 4 voitures, sans limite de budget. Faut quand même que ça convienne à ton mode de vie. Alors, pour le mode de vie, ça va être réglé parce que j'ai ce qu'il faut. J'ai une Mazda MX-5 NBFL en litre 8, donc la 140 chevaux. La voiture familiale parfaite. Parfaite. Non, comme voiture familiale, j'ai récupéré la Volkswagen Up de ma mère. J'avais un break 207. T'appelles ça une familiale, une Volkswagen Up? Bah oui, mais attends, je suis. Donc, mon épouse et moi, on est séparés, et ma fille et moi, donc on est deux la plupart du temps. Attends, je te parle de garage idéal, machin, et toi tu me sors une Volkswagen Up. Non, parce que ça va venir. Donc, pour la vie de tous les jours, j'ai ce qu'il faut. Alors, comme voiture, pour mon garage idéal, s'il n'y a pas de limite de prix, je vais pas aller vraiment dans les supercars, parce que ça, j'aime bien les regarder, mais ça m'a jamais vraiment passionné les supercars. Sauf une que d'ailleurs même pas une supercar, c'est une Stratos. Ouais. Voilà, la Stratos. Ça, j'ai eu la chance quand j'étais adolescent d'en voir une dans le quartier où je vivais. Mais alors une Stratos sans les extensions d'ailes, sans l'aileron sur le toit, sans l'énorme béquet, la Stratos la plus pure. Qui soit donc la version civile. Je trouve cette voiture absolument extraordinaire. Et bon, en plus, elle a un moteur canon dedans. Le V6 de la Dino. Ouais. Donc ça, ce serait mon Graal. Alors plus raisonnable peut-être, mais pas trop, une Jaguar XJS break de chasse, donc la Lynx Inventor. Ah ouais. Que je trouve qu'il y a une classe folle. Ouais. Une belle voiture de gentleman farmer, ça, ouais. Ça, je trouve que c'était une beauté. Alors que le coupé, je trouve un peu bâtard, mais la version Inventor, enfin de Lynx était superbe. Alors après, là, j'hésite, parce que en fait, les voitures, c'est surtout des voitures de designers. Donc, déjà, la Stratos, c'est Gandini. Ouais. J'aimerais bien une voiture de Paul Bracq. Ouais. Donc, soit une Mercedes sur laquelle il aurait travaillé, soit la BM, la 3 litres CSI, le coupé. Faut choisir. Ce genre de voiture-là, un peu en coupé, un peu avec de la classe. Pas besoin qu'il soit surpuissant. Alors, il y a les Porsche, évidemment. Alors là, il y a le choix. Peut-être une 928 CS. Ouais. La version un peu allégée, hyper rare. Je crois qu'il y a eu 8 modèles. La 928, qui est une voiture, elle aussi, fabuleuse. Je crois qu'on ne mesure pas encore le choc historique que cette voiture a fait quand elle est apparue. Et alors, en hommage... Alors là, il y a un choix. Soit une Audi TT, la première. Ah bah attends, tu m'as dit la 928 CS. Là, pour moi, il y en a déjà 4, là. T'essaies de m'arnaquer, là. T'essaies de m'arnaquer, là. Tu sais qu'il y a des auditeurs qui vont être très énervés, là.
Il y en a un en Euh, particulier, le Novichok de United, qui à chaque fois que ça part en sucette, il me alors, dit mais c'est n'importe quoi. ouais. Alors tu enlèves, c'est quoi que j'ai dit, la lynx, le Stratos, BM, Lynx, 3 litres la CSI et Porsche. Tu 920 litres enlèves, tu CS. enlèves la Porsche, Ouais. voilà. Tu enlèves la Porsche et tu mets une Twingo 1. Ah ouais. Ouais, en hommage à Patrick Lequément Ouais. et à la voiture, enfin à Ploué aussi évidemment, puisqu'il était Ouais. à la base du projet. Mais je trouve que c'est en hommage aussi à l'époque à Mhm. laquelle la voiture est sortie. C'était, je trouve, bon, c'est une époque avec des soucis comme toutes les époques, mais du point de vue de l'automobile, c'était une époque où l'automobile prenait conscience des dégâts qu'elle occasionnait, Ouais. mais elle y réagissait de manière positive. Hmm. Et moi, le concept des voitures à vivre, j'ai trouvé ça Hmm. vraiment exceptionnel. Et la Twingo, elle est belle, elle est pratique. Pour une petite voiture, elle est confortable. Hmm. Oui, parce que le garage idéal, en fait, j'ai oublié de te dire, j'ai une Mazda MX-5, mais j'ai aussi gardé ma première voiture, qui est une Lancia Y10. Donc tu vois l'espèce de panda, Oui, oui, je vois très bien, oui. tu vois. Et là aussi, j'ai toujours un faible pour les voitures qu'on n'aime pas trop, donc ce sont souvent des voitures d'architectes, en quelque sorte. Oui, c'est ça. J'ai eu un Avantime aussi, Ah oui, ça oui. on n'en a pas parlé, mais j'ai eu un Avantime que j'ai adoré, mais que j'ai dû revendre parce que le réseau est élémentable. Mais j'ai adoré cette voiture, Ouais. adoré. Alors, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle? Voilà la MX5. Ouais. C'est pas très original, hein. Il y en Non, a mais c'est beaucoup un qui bon disent choix. la Ouais. Jetta, mais je pense, surtout dans cette version-là où elle est mignonne, elle est sympa, elle est nue, elle est pas du tout agressive cette voiture, Mhm. elle fait sourire les gens, enfin moi je la trouve belle. Il y a le plaisir de la conduite en plein air, c'est surtout ça que j'aime bien dans cette voiture-là, d'être Oui, bas pour sur la profiter route, mais du soleil belge. voilà, voilà exactement. Mais comme il y en a peu, quand il y en a, Bah oui. nous on en profite, Bah hein, oui, donc c'est comme les prix, Anglais, prix hein. qui Les est Anglais rien. adorent les cabriolets, Voilà hein. exactement, c'est la même chose. Si tu as envie de faire un peu le cacou, bon bah, elle te fait croire que tu peux piloter alors que c'est pas du tout le cas. Mais elle est confortable, étonnamment confortable pour ce genre de voiture. Et elle est fiable. Bon, alors il y a le gros problème des bas de caisse, c'est une vraie dentelle. Oui. Oui, donc là, j'ai refait le gauche, on est en train de refaire le droit. Ouais. Mais bon, on lui pardonne parce qu'elle a tellement de qualité, cette Hmm. voiture. C'est bon, c'est le plaisir absolu. Ouais, Et pas cher en je suis plus. d'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, dis-moi René, je te remercie. Évidemment, on te Et c'est moi retrouve qui te toutes les remercie, hein. semaines. Bon, je t'en prie. On te retrouve toutes les semaines dans Auto Plus, ou quasiment toutes les semaines d'ailleurs. Peut-être pas toutes les semaines, mais presque. Ouais, c'est plutôt tous les 15 jours. Tous Ouais. les 15 jours, oui, bah voilà. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as un Alors Instagram? non, parce que je parlais d'Eric Batt qui avait des problèmes avec l'informatisation à l'époque du journal. Je vaux pas mieux. Enfin non, je vaux pas Eric Batt, il faut pas rigoler quand même non plus, mais je suis un peu comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Internet, l'arrivée d'Internet, qui est un moyen d'échange fabuleux, qui est un moyen d'information fabuleuse, je ne conteste pas du tout. Mais professionnellement, ça m'a pas aidé, dans le sens où, avant, quand je faisais une image, ben, d'autres journaux m'appelaient pour le publier s'ils avaient un intérêt pour eux. Et donc, je percevais des droits d'auteur. Hmm. Or, il se fait que depuis l'arrivée d'Internet, Hmm. tout le monde pique les Bah oui, images, et donc les autres éditeurs, et je comprends, ne veulent plus payer pour des images qu'ils vont trouver le oui, lendemain sur un site eh oui, internet concurrent. eh oui. Du coup, quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai évité, moi, de mettre mes images Hmm. sur les réseaux sociaux pour cette raison-là, simplement. Hmm. C'est que, Hmm. bon, c'est du travail. Hmm. Euh, et que ce soit sur des réseaux sociaux ou pas, je trouve que tout travail mérite rétribution. Hmm. Et là, il y a quand même eu je ne vais pas dire des abus, mais laisser aller des appropriations d'images assez redoutables. Et donc, je me suis abstenu. Et surtout,
Si tu veux, tu le fais très bien, je trouve. Tes podcasts et tout ça, c'est vraiment super, je les écoute. Merci. Mais moi, j'ai pas grand-chose à dire. Tu vois, à alimenter toutes les semaines, si tu veux. Là, Ouais. on a parlé D'accord. une heure et demie, c'était hyper sympa, mais et je trouve que la plupart des vidéos que je vois sur YouTube ou des podcasts et tout ça, euh, c'est quand même excessif. C'est-à-dire que pour appâter le client, il faut faire dans l'excès, ce qui est normal. Pour se distinguer, pour avoir le plus grand nombre de vues, il faut faire dans l'excès. Et à un moment, ça m'intéresse pas de dire ce que je pense aux lecteurs ou aux auditeurs, de ce que je pense d'une voiture ou l'autre. C'est mon goût. C'est pas le goût de l'auditeur. Par contre, expliquer pourquoi un designer a fait comme ceci ou comme ça, ça m'intéresse. Mais ça, c'est un travail d'analyse. On l'a fait avec Géraldine sur le site pendant un moment. Géraldine Gaudy, invité du premier épisode. Ouais, exactement. Pierre Taylor et Laurent Chiapello m'avaient demandé de faire un article par semaine, une analyse design par semaine. C'est intenable. Donc finalement, on était un par mois, et puis depuis la prise en main du site par Rivolo Media, ils m'ont pas contacté, parce que c'est un travail de fou. Ouais. Analyser, structurer, donc c'est agréable à faire, mais ça prend du temps. Et si c'est pour mal le faire, autant pas le faire. Donc je suis pas vraiment présent sur Bon, j'ai une page Facebook si quelqu'un ça t'intéresse, mais elle est plutôt privée. Oui. Bon, bah, je vais pas la donner, alors les gens sauront te trouver s'ils ont envie de te contacter. Voilà. Bon, écoute, mais merci. J'échange volontiers, par contre. Ouais. C'est déjà très bien. Je le faisais déjà à l'époque, surtout si les auditeurs ont des conseils à demander pour, je sais pas, pour l'éducation au design, ou quelle filière existe et tout ça, qu'ils n'hésitent pas, j'adore faire ça. Eh ben, il me contacte moi et je te mettrai en relation. Voilà. Bon, écoute René, merci infiniment de m'avoir accordé ce temps. Comme je l'ai dit, j'invite nos auditeurs à acheter un coup d'œil dans AutoPlus, comme ça ils pourront trouver en grosso modo une semaine sur deux tes dessins qui font généralement la une, donc voilà, je pense que tout le monde voit à peu près ce que tu fais. Et puis peut-être à une prochaine fois sur le podcast, alors peut-être pour parler d'expliquer du design, peut-être, sait-on jamais. On peut envisager, c'est intéressant. Bon, écoute, René, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Ciao. À bientôt, salut. Et voilà, c'est la fin de ce 49e épisode d'Histoire d'Auto. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes et aussi sur YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu. J'ai eu encore un petit commentaire là qui m'a fait très plaisir et je salue celui qui me l'a laissé. J'adore avoir des petits commentaires comme ça. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Si vous voulez me contacter, notamment peut-être parce que je sais pas, vous rêvez de vous lancer dans le design automobile ou dans l'illustration, je ne sais pas, et je peux vous mettre en relation avec René qui, vous l'avez entendu, est partant, adore mentorer des gens, donc vous pouvez me contacter par email, histoiredauto@gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. Le prochain, ce sera le numéro 50 et j'avais promis à quelques gens qui me l'avaient demandé que ça serait un épisode un peu spécial où pour une fois on va peut-être moins parler de gens et on va peut-être un peu plus parler du podcast et apparemment il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus sur moi, donc pour le coup j'inviterai Dame Géraldine Gaudy dont on parlait tout à l'heure, qui a été la première invitée, qui a été très sympa, qui était la première personne à accepter de répondre à ce podcast, qui se mettra à ma place et je me mettrai dans la peau de l'intervieweur interviewé. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, réseaux sociaux, email, balancez tout, des questions sur moi, sur le podcast, sur comment ça marche, voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous dis rendez-vous le 15 octobre pour cet épisode spécial, et puis d'ici là, à bientôt, et puis bonne route, allez, ciao.